Compte rendu de la 87e réunion ordinaire du Conseil des ministres. Le président de la République, chef de l'État, a présidé ce vendredi 24 avril 2026 à la Cité de l'Union africaine, la 87e réunion ordinaire du Conseil des ministres. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. D'accélérer certaines réformes importantes nous engager déraisonnable de la confiance que le peuple place dans les institutions de la République. C'est à ces prix que les réformes engagées pourront produire les effets attendus sur la croissance, l'emploi et l'amélioration de conditions de vie. Dès lors, il a instruit le gouvernement d'accélérer l'exécution de l'agenda législatif et de veiller à ce que les projets de a été engagé à requérir de chaque membre du gouvernement l'établissement d'un inventaire exhaustif des réformes. Celle-ci demeure en attente des décrets ou d'arrêtés d'application. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité d'organiser une captation maximale des revenus miniers. Le président de la République est déterminé à œuvrer pour permettre aux finances publiques de tirer pleinement profit des performances élevées des exportations minières et aux réserves de change, de consolider notre souveraineté monétaire. Des efforts significatifs pour renforcer la gouvernance de ces secteurs stratégiques ont fait en sorte que notre pays a atteint des niveaux historiques de production, avec 3 100 234 tonnes de cuivre et environ 220 000 tonnes de cobalt exportées en 2024. Et en 2025, l'exportation a poursuivi sa progression pour atteindre 3 403 006 tonnes de cuivre. Si la problématique ne réside pas dans la production, elle est dans la faiblesse de la chaîne des captations des revenus, de l'exportation jusqu'à l'encaissement public. Face à cette situation, le président de la République a rappelé avoir déjà souligné l'exigence d'un contrôle systématique des actifs miniers de l'État, ainsi que la nécessité de clarifier sa représentation effective dans les joint ventures. L'opacité qui y prévaut freine la mobilisation maximale des recettes et compromet notre souveraineté sur nos ressources naturelles. Il a observé en outre que le non-rapatriement d'une partie des devises minières, conjugué aux fuites des capitaux via l'importation frauduleuse, demeure une vulnérabilité majeure. La réponse de l'État doit être ferme, réaliste, traçable et techniquement applicable. Sous la coordination de la Première ministre, il a instruit le vice-premier ministre, ministre de Transport, le vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale, le vice-premier ministre, ministre du Budget, les ministres des Finances, celui du Commerce extérieur, des Mines, du Portefeuille, l'Inspection générale des Finances, la GECAMINE, avec le concours de son cabinet,
de mettre en œuvre les orientations suivantes. Lancer dans un délai de 30 jours un audit exhaustif et nominatif portant d'une part sur les respects des obligations de rapatriement des recettes d'exportation et d'autre part d'obtenir un rapport sur la gouvernance des joint ventures et des actifs miniers de l'État. Cet audit devra identifier les manquements, évaluer les recettes non perçues et proposer des mesures de redressement. Il s'inscrit dans le prolongement de ces instructions issues du Conseil des ministres du 19 novembre 2021 et du 30 mai 2025. Parachever l'interconnexion obligatoire entre toutes les administrations et services intervenant dans la chaîne minière, notamment le GEFREM, l'OCC, la DGDA, la Banque centrale du Congo et les banques commerciales concernées. Aucune opération d'exportation ou d'importation ne devra désormais échapper à une chaîne intégrée de traçabilité permettant de suivre un même flux depuis les bordereaux logistiques jusqu'au paiement des droits, au rapatriement des devises et à l'encaissement effectif des recettes publiques. Les résultats de première réflexion sur ces sujets devront être présentés au plus tard le 15 juin prochain. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité de renforcer la gouvernance minière, la lutte contre la fraude minière et l'exploitation illicite des minerais. Le président de la République est revenu avec la plus grande fermeté sur la nécessité de renforcer la gouvernance de notre secteur extractif et de mettre un terme définitif aux pratiques qui en compromettent gravement les retombées au profit de la nation. Il a été saisi des informations concordantes faisant état du développement préoccupant d'une exploitation minière anarchique et cavalière dans certaines parties du territoire national, notamment dans les territoires de Aru et des Mahagi en province de l'Ituri, ainsi que dans les provinces du Bas-Ouélé et du Maniema, menées en marge de tout cadre légal et réglementaire. Ces activités se caractérisent par des atteintes graves et inacceptables à la dignité humaine, à l'environnement et à l'autorité de l'État, notamment la profanation des sépultures avec exhumation des restes humains, la destruction des terres agricoles, la pollution des nappes aquifères par l'usage de substances toxiques telles que des cyanures, ainsi que des traitements dégradants et des arrestations arbitraires visant autorités coutumières et citoyens dénonciateurs. Au-delà de ces violations, il s'agit d'une véritable spoliation organisée de nos ressources naturelles, opérée à grande échelle au moyen d'engins lourds pour l'extraction de l'or et d'autres minerais stratégiques pour des valeurs se chiffrant en milliards de dollars annuels, sans bénéfice pour les trésors publics ni pour les communautés locales. Pour le président de la République, cette situation est inacceptable, tant qu'elle porte atteinte à notre souveraineté économique, compromet la soutenabilité de notre environnement et fragilise la cohésion sociale dans les zones concernées. Elle doit donc cesser immédiatement. Il a tenu à cet égard à saluer l'initiative du ministre des Mines qui a déjà mis en place une commission mixte associant les autorités provinciales, l'administration minière ainsi que les forces de défense et de sécurité en vue d'identifier les responsabilités des proposés des mesures correctives appropriées. Afin de renforcer cette dynamique et d'assurer une réponse à la hauteur des enjeux, le président de la République a instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, la ministre de l'Environnement, de se joindre pleinement aux efforts du ministre des Mines en vue de la mise en place d'un dispositif opérationnel et coercitif de lutte contre l'exploitation minière illicite. Ces dispositifs devra intégrer la saisie systématique des engins utilisés dans ces exploitations illégales, la traçabilité et la sécurisation des sites concernés, l'identification, la poursuite judiciaire et la sanction, sans complaisance, de tous les auteurs, co-auteurs, complices et de leurs réseaux de soutien, ainsi que la redistribution, dans un cadre légal et transparent, des équipements saisis au profit des structures congolaises qualifiées engagés dans une exploitation responsable et conforme aux normes environnementales et sociales. Par ailleurs, le ministre des Mines a été invité
à soumettre dans les meilleurs délais des propositions concrètes visant à doter l'inspection générale de mines de moyens humains, techniques et financiers nécessaires à l'accomplissement efficace de sa mission. Le quatrième point de la communication du président de la République a porté sur la structuration des corridors stratégiques comme accélérateur de l'intégration territoriale et de la transformation économique nationale. Dans le prolongement des orientations arrêtées lors de la 40e réunion du Conseil de ministres tenu à Lubumbashi le 18 avril 2025, le président de la République a réaffirmé que nos corridors ne sauraient plus être des simples voies d'évacuation, ils constituent des artères vitales appelées à structurer durablement notre économie et à renforcer la souveraineté de l'État. À ce titre, il a rappelé que notre pays, au cœur du continent et entouré de 9 voisins, a vocation d'être un hub d'échanges interafricains, conciliant fluidité des flux et intégration équilibrée de ces provinces. Ces corridors doivent former l'ossature de notre politique d'aménagement du territoire et les socles de notre transformation économique. Plusieurs axes structurants s'imposent. Les corridors ouest Banana-Boma-Matadi-Kinshasa, adossés au port en eau profonde de Banana, constituent une ouverture stratégique directe sur l'Atlantique et un impératif de souveraineté économique appelant à une modernisation rapide de ses liaisons routières et ferroviaires. Les corridors sud d'Ilebo à Lubumbashi, connectés à l'axe d'Ilelo-Sakania, restent essentiels à la desserte minière malgré un besoin urgent de réhabilitation. Enfin, le corridor de Lobito, interconnecté au réseau ferroviaire angolais, offre une alternative compétitive pour l'exportation de minerais et exige une mise en œuvre accélérée. D'autres corridors complètent cette architecture, notamment les axes est Lubumbashi-Kisangani-Vakindu, central via Kigoma et les corridors transafricains ATTCN appelés à renforcer l'intégration continentale en lien avec la SADC et la CEDEAO et à réduire les coûts logistiques. Dans ces dispositifs, les corridors de Lobito ne prend tout son sens que dans une approche systématique articulée autour des RN39, RN7 et RN8, la première comme colonne vertébrale minière, la deuxième comme axe de connexion nord-sud des bassins agricoles et la troisième comme vecteur d'intégration des zones forestières et agricoles de l'Ouest. Ensemble, ces infrastructures constituent une chaîne logistique continue au service d'un espace économique intégré et compétitif. Face à ces enjeux, il est impérieux de passer résolument de l'intention à l'action. C'est ainsi que le président de la République a instruit le vice-premier ministre, ministre de Transport, les ministres d'État, ministres de l'Industrie ad interim, avec le concours de son cabinet, de superviser étroitement la Direction générale des corridors et des développements industriels afin de s'assurer de la coordination, du suivi et de l'évaluation des 10 corridors dans une logique de performance et de redevabilité. Ils devront garantir l'articulation effective entre les corridors et les infrastructures portuaires, aéroportuaires et logistiques. Le ministre des Finances conseillera sur la structuration des mécanismes de financement innovants, notamment par des partenariats publics-privés robustes, en particulier pour les corridors de Banana. Les ministres des Infrastructures et Travaux publics s'appliquera à accélérer les études et d'engager sans délai les travaux prioritaires sur les axes critiques, notamment les routes nationales 39, 7 et 8, et les ministres de l'Aménagement du territoire s'emploiera à élaborer un schéma directeur assurant la cohérence spatiale et l'intégration des corridors dans une vision nationale unifiée. Dans la suite de la communication du président de la République, la première ministre chef du gouvernement est revenue sur la participation de la République démocratique du Congo aux assemblées des printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Elle a conduit à Washington, aux États-Unis, du 13 au 18 avril 2026, la délégation congolaise qui comprenait entre autres le ministre des Finances, la ministre du Portefeuille, les vice-ministres du Budget et d'autres experts du gouvernement.
Cette mission s'inscrivait dans le cadre du renforcement de la diplomatie économique de notre pays, avec pour objectif de mobiliser des financements en appui aux priorités nationales et de positionner notre pays comme un acteur stratégique de développement. Les échanges ont permis de consolider les partenariats, notamment dans les secteurs de l'eau, où, à la faveur de sa participation au Side Event Water Forward, l'Italie a marqué son engagement à mobiliser un financement de 100 millions de dollars américains en appui à un programme en cours avec la Banque mondiale. Aussi, une attention particulière a été accordée au corridor de Lobito, appelant à la mobilisation d'investissements estimés entre 4,5 et 5 milliards de dollars américains, avec un potentiel d'augmentation du trafic jusqu'à 150%. S'agissant des appuis budgétaires, des progrès ont été enregistrés tout en nécessitant un réaménagement du calendrier pour finaliser certaines réformes structurantes. À cet effet, un passage au conseil d'administration du FMI en octobre 2026 a été retenu en accord avec les fonds. Par ailleurs, la République démocratique du Congo pourra bénéficier d'un accompagnement technique des experts de Bretton Woods pour appuyer la réforme de la politique salariale. En outre, conformément aux orientations arrêtées avec nos partenaires, la coordination intersectorielle sera assurée par la primature afin d'assurer un suivi des engagements pris avec les partenaires de la Banque mondiale et du FMI. Dans ces cadres, une réunion sera convoquée dans les tout prochains jours avec le ministère des Finances en vue d'assurer une mise en œuvre diligente et coordonnée des 10 engagements. D'autre part, dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires, la Première ministre a demandé au ministre d'État, ministre du Plan, de lui faire le point d'ici 15 jours sur les réformes y afférentes et de renforcer la coordination des actions de toutes les parties impliquées dans ces processus en vue de permettre la mobilisation des financements nécessaires à la mise en œuvre des projets structurants. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif aux points d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présenté au Conseil le rapport sur l'État et l'administration du territoire national. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été marqué notamment par la tension sur la participation du président de la République, chef de l'État, au forum d'Antalya en Turquie, indiquant sa détermination à ramener la paix et la sécurité à travers le combat diplomatique. La velléité de relance de tensions entre les institutions provinciales, essentiellement dans les provinces de l'Équateur et du Sud Kivu. Au plan politique, il a indiqué qu'un nouveau gouverneur et vice-gouverneur de la province de Sankuru ont été proclamés élus provisoirement par la CENI à l'issue de l'élection au sein de l'Assemblée provinciale le 15 avril dernier. À l'Équateur, le président de l'Assemblée provinciale a été déchu au cours d'une plénière organisée en date du 20 avril dernier. Au sujet de la lutte contre la criminalité, le Conseil a été informé de l'audience foraine du tribunal militaire de garnison de la Gombe qui s'est tenue les jeudis 23 avril 2026 dans la commune de Warumbu, au cours de laquelle ont comparu les présumés criminels auteurs du braquage du 9 avril 2026 à Kinshasa. En vue de relancer le centre des appels d'urgence de la police nationale congolaise, il a été évoqué la mise à disposition et la remise officielle, mercredi 22 avril 2026, de 3 numéros verts afin de renforcer le traditionnel numéro 112. Ces dispositifs de proximité attendent d'être activés de manière conséquente pour son opérationnalisation urgente. Par ailleurs, le vice-premier ministre a donné suite à la décision prise lors de la 17e réunion du Conseil de ministres du 11 octobre 2024 sur la problématique de l'identification des éleveurs Mororo. Le rapport présenté détaille les activités menées, les décisions administratives pour faciliter le travail préliminaire, les préalables ainsi qu'un avant-projet de loi portant code du pastoralisme et des transhumances frontalières en République démocratique du Congo pour combler le vide légal. Après avoir passé en revue les quelques cas de sinistres et catastrophes déplorés, à travers certaines provinces rassurant des mesures prises pour y faire face, il a terminé par brosser la situation aux frontières.
Toujours sur ces points sécuritaires, il a été complété par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, qui a quant à lui brossé la situation opérationnelle et sécuritaire en revenant spécifiquement sur la situation dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu, des Lituri, ainsi que dans la périphérie de la ville-province de Kinshasa. Il a rassuré que les forces armées poursuivent avec leur détermination leur mission de défendre la patrie et nos populations contre les attaques coordonnées de la coalition RDF-M23 sur tous les fronts. Suite aux pertes considérables subies au cours des derniers affrontements, la coalition ennemie procède au renforcement de ses troupes par les recrutements forcés des mineurs dans plusieurs agglomérations sous son occupation. De l'autre côté, les attaques terroristes ADF-ISCAP dans leur extension dans le Haut-Uélé et la Chopo ont été systématiquement repoussées grâce au renforcement des FARDC en hommes et en matériel dans les triangles compris entre les territoires de Mambasa en Ituri, Wamba dans le Haut-Uélé et Bafasende dans la Chopo. En ce qui concerne le mouvement insurrectionnel Bakata Katanga et ses alliés, l'opération de leur neutralisation se poursuit normalement dans l'espace Grand Katanga, nonobstant leurs attaques isolées contre les positions de nos forces. Un point a été également fait sur l'évolution de la situation sécuritaire dans les triangles Congo central, ville de Kinshasa et Grand Bandundu. Le ministre délégué aux anciens combattants qui suit spécifiquement cette question a fait les points sur les avancées enregistrées. Évolution de la situation récente sur le marché des changes ainsi que de biens et services. Intervenant comme invité, le gouverneur de la Banque centrale du Congo a fait le point de la conjoncture économique qui demeure globalement stable malgré des légères tensions inflationnistes et une évolution contrastée du marché des changes. Au 17 avril 2026, l'inflation hebdomadaire s'est établie à 0,24% en légère accélération par rapport à 0,17% la semaine précédente. En glissement annuel, elle s'est située à 2,36% en nette baisse par rapport à 10,18% un an plus tôt et demeure largement inférieure à la cible de moyen terme de 7%. Entre-temps, les taux de change du franc congolais s'est fixé à 2306,14 francs congolais pour $1 américain à l'indicatif et à 2318,13 francs congolais sur le marché parallèle au 16 avril dernier. Par rapport à la semaine précédente, la monnaie nationale s'est dépréciée des 0,23% à l'indicatif et des 0,04% au parallèle. En rythme hebdomadaire, les cours mondiaux des principaux produits de base intéressant l'économie congolaise cuivre hors cobalt se sont globalement bien comportés. Par ailleurs, les membres du Conseil ont aussi été informés de l'assouplissement modéré du taux directeur de 1,5%, passant de 15% à 13,5% décidé lors de la réunion du comité de politique monétaire du 9 avril 2026. La Banque centrale du Congo poursuit une gestion active de la liquidité bancaire appuyée par un renforcement de la coordination avec la politique budgétaire en vue de consolider la stabilité macroéconomique. Elle assure également le maintien d'une politique de change prudente et proactive visant à contenir les pressions sur les marchés d'échange et à préserver la stabilité du taux de change. Pour conclure, les gouverneurs de la Banque centrale du Congo a salué l'émission par les gouvernements du premier eurobond congolais qui marque une avancée considérable pour notre pays, non pas parce qu'on a réussi à accéder au marché financier, mais parce que cela traduit la stabilité de notre marché et l'efficacité de notre stratégie économique. Situation épidémiologique en République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale a présenté la situation sanitaire dans le pays caractérisée spécialement par l'épidémie de choléra. Comparé à la semaine précédente, la tendance à la 15e semaine est marquée par une baisse des cas, passant de 968 à 915 avec 4 décès enregistrés,
soit une létalité de 0,4% contre 1,5% la semaine précédente. Cette tendance est observée à Kinshasa, dans le Haut-Katanga, le Tanganyika et le Haut-Lomami, la province du Nord Kivu étant la plus touchée au cours de cette semaine avec 215 nouveaux cas suspects et un décès. Concernant la ville-province de Kinshasa, la tendance est à la baisse avec 33 nouveaux cas suspects, aucun décès durant cette semaine contre 36 cas et 2 décès à la 14e semaine. Par ailleurs, 10 malades actifs sont actuellement pris en charge dans les centres de traitement du choléra à Kinshasa contre 16 la semaine précédente. S'agissant spécifiquement de la situation dans la prison de Mbanzangung au 17 avril, le cumul des cas est resté à 160 dont 13 décès. Tous les 4 pavillons de la prison ont été touchés. Toutefois, après 16 jours d'accalmie, sans notification de nouveaux cas suspects, une résurgence de l'épidémie est observée depuis le 18 avril avec 8 nouveaux cas, portant ainsi le cumul à 168 cas. Note d'information relevant du secteur de sport. Au nom du ministre de Sport en mission, la ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine a présenté une note d'information relative à la préparation de l'équipe nationale, les Léopards A, à la Coupe du Monde FIFA 2026. À cet fait, les grandes lignes du calendrier des préparatifs techniques et protocolaires ont été évoquées et les lieux ainsi que les équipes choisies pour les matchs apicaux ont été identifiés. Revenant sur les inquiétudes liées à l'indisponibilité de billets ou sur le coût élevé de ces tickets d'accès proposés par les revendeurs, elle a précisé que la FIFA a ouvert un accès sur son portail de vente à la RDC à travers le portail de la Fédération congolaise de football association. Pour notre premier match de groupe face au Portugal, prévu le 17 juin 2026 à Houston, au Texas, près de 5000 billets ont été mis à la disposition de supporters congolais. Les conditions et précisions pour l'achat de ces tickets au grand public seront communiquées sur le portail de la FECOFA. Sur un autre volet, la ministre de la Culture a, au nom du ministre de Sport, salué la synergie qui se dégage entre son ministère, celui de la Culture, de la Communication ainsi que du Tourisme. Cette entente vise une meilleure présentation de notre pays sous plusieurs aspects et divers secteurs au cours de la Coupe du Monde 2026. Enfin, au sujet du déplacement de supporters et animateurs, elle a fait le point de la réunion tenue par le ministère de Sport en présence de la vice-ministre des Affaires étrangères avec les chargés d'affaires de l'ambassade des États-Unis et du Canada. Note d'information relevant de l'économie nationale. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a informé les conseils des résultats du 3e forum économique entre la République démocratique du Congo et la République d'Angola, placé sous les thèmes intégration sous-régionale et développement du commerce transfrontalier. Lancé par la première ministre chef du gouvernement, les travaux de ce forum ont réuni 400 participants et ont permis de dégager des constants structurants suivants. Les échanges bilatéraux restent majoritairement marqués par une informalité élevée, la fraude persistante et des contraintes administratives et financières importantes. Cette situation limite la captation des recettes publiques, fragilise les opérateurs formels et freine l'exploitation du potentiel économique de la zone frontalière. À l'inverse, le potentiel de coopération est considérable, notamment à travers les corridors dits le Lobito, identifiés comme leviers stratégiques des désenclavements et d'exportation pour la RDC, la coopération énergétique avec l'Angola, susceptible d'atténuer rapidement les déficits énergétiques nationaux, l'intégration financière essentielle à la formalisation des échanges, les développements de l'économie bleue porteurs d'opportunités en matière de sécurité alimentaire et de diversification des exportations. En marge des travaux, la partie angolaise a transmis un projet de nouvel accord commercial destiné à remplacer celui de 2021. Son examen n'a pas pu intervenir durant le forum en raison des délais courts et de l'ampleur des engagements nouveaux proposés nécessitant une analyse plus approfondie. Le vice-premier ministre, ministre de l'Économie, a brossé les recommandations qui ont été formulées par les participants pour opérationnaliser de manière optimale notre coopération économique bilatérale. Note d'information relevant du secteur des affaires sociales.
La ministre d'État, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, a fait le point sur la situation humanitaire en République démocratique du Congo au cours de la semaine du 12 au 18 avril 2026. En effet, plusieurs alertes ont été enregistrées, notamment les mouvements des populations, les inondations, les vents violents ainsi que les naufrages. Au sujet du mouvement des populations, elle a évoqué les déplacements d'environ 350 ménages à Niemba et 1800 à Muyombo, dans la province du Tanganyika, suite au conflit intercommunautaire entre les communautés Twa et Bantou qui ont affecté deux axes majeurs. L'enregistrement de 68 287 personnes déplacées internes à Bafouassende dans la province de la Chopo, fouillant les atrocités des milices Codeco, dont quelques-uns se dirigent vers la ville de Kisangani, s'ajoutant sur les 4 380 personnes déplacées enregistrées une semaine plus tôt, fuyant les actes de violence extrêmes perpétrés par les terroristes ADF. Les déplacements d'environ 12 700 personnes à Pueto et de 460 personnes à Mitwaba, dans la province du Haut-Katanga, suite aux violences perpétrées par les milices Bakata-Katanga. Par ailleurs, 205 ménages ont été enregistrés à Lubumbashi, fouillant les exactions des forces négatives des agresseurs rwandais et leurs supplétifs de l'AFC M23 opérant dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. En ce qui concerne les inondations, il a fait état de la destruction de nombreux champs de culture vivrières et de plusieurs habitations endommagées dans les territoires de Sangui, en province de la Chopo. S'agissant de vents violents, ceux-ci ont affecté les localités Nkosso 1 et Nkosso 2 dans la province de l'Équateur, laissant 522 familles sans abri, 4 écoles primaires, une école secondaire, 3 églises et un centre de santé ont été détruits. Quant aux naufrages, plusieurs accidents fluviaux ont été enregistrés, notamment dans les provinces du Kassai et du Tanganyika. L'accident intervenu dans la rivière Louvois a fait 17 morts, 4 rescapés et plusieurs disparus, et celui d'une pirogue motorisée entre les villages Libundui et Mutakuya dans la province du Tanganyika a causé 36 décès confirmés et 56 rescapés. La ministre d'État, ministre des Affaires sociales, a terminé son intervention en évoquant les mesures arrêtées par le gouvernement en vue de répondre à ces urgences humanitaires. Note d'information relevant du secteur de l'éducation nationale. La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, a informé le Conseil de l'organisation du segment politique de haut niveau sur les financements durables de l'éducation et de la formation du 28 au 30 avril 2026 à Kinshasa. Ces assises s'inscrivent dans une séquence stratégique majeure pour les secteurs, marquée notamment par l'achèvement du cycle de mise en œuvre de sa stratégie sectorielle de l'éducation et des formations 2016-2025, la revue du pacte de partenariat, cadre de coordination entre le gouvernement et les partenaires du secteur pour la transformation du système éducatif, ainsi que la préparation de la stratégie sectorielle intérimaire de l'éducation et de la formation 2026-2030. À cet effet, les segments politiques de haut niveau constituera le cadre de concertation et d'arbitrage destiné à examiner les conditions du financement durable de l'éducation et de la formation dans une approche intersectorielle couvrant l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et universitaire, la formation professionnelle, ainsi que l'alphabétisation et l'éducation non formelle. Il devra notamment permettre de renforcer la cohérence entre les réformes en cours, les priorités nationales et les perspectives de planification sectorielle à moyen terme, tout en soutenant la préparation des options stratégiques nécessaires et en favorisant la mobilisation de partenariats stratégiques et nationaux et internationaux en faveur du capital humain. Note d'information relevant du secteur de la formation professionnelle. Le ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, a présenté au Conseil le programme Infrastructure Talent. Il a souligné que les 10 programmes visent à développer les compétences spécifiques dans les domaines particuliers des infrastructures de transport où la main-d'œuvre qualifiée est en pleine décadence pour le développement économique et surtout dans la protection des investissements importants. Aussi vise-t-il à apporter
une réponse au profil de haut niveau et de l'ensemble des métiers nécessaires au bon fonctionnement des infrastructures de transport, ingénieurs spécialisés, gestionnaires des infrastructures, experts en logistique, professionnels en conduite complexe, techniciens qualifiés, opérateurs d'équipement, conducteurs d'engins, transporteurs, conducteurs de poids lourds, cheminots, grutiers et tant d'autres. Les programmes reposent sur une architecture intégrée, articulée autour de 4 sous-programmes correspondant aux principaux segments du système de transport national, à savoir Port Talent dédié aux métiers du secteur portuaire et de la logistique maritime, Rail Talent consacré au développement des compétences dans les secteurs ferroviaires, Road Talent orienté vers les métiers des infrastructures routières, Airport Talent organisé sur les compétences aéroportuaires et aéronautiques. Le programme fondé sur une pédagogie orientée vers l'employabilité sera déployé sur une période de 2 ans avec 2 cohortes successives comprenant les segments visés des bénéficiaires. L'accompagnement du gouvernement a été sollicité et obtenu à cet effet. Note d'information relevant du secteur de la communication et des médias. Le ministre de la Communication et Médias a informé le Conseil de la célébration de la 33e Journée mondiale de la liberté de la presse sous le thème « Façonner un avenir de paix ». Cette célébration en République démocratique du Congo tient compte des conclusions de la réunion des organisations professionnelles des médias tenue à Kinshasa le 7 avril 2026 ayant convenu de structurer une réponse concertée du secteur face aux enjeux sécuritaires et informationnels actuels. Elle s'inscrit également dans les prolongements de la réunion technique du 14 avril 2026 ayant associé les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication ainsi que les services de la présidence, au cours de laquelle a été adopté les formats d'activité proposés par les organisations professionnelles de médias en vue d'une organisation concertée et inclusive. Ainsi, la première phase de cette journée sera consacrée au Forum sur l'engagement des médias pour la paix et la cohésion nationale. Elle aura pour finalité l'adoption et la signature par les professionnels des médias d'un acte d'engagement pour un journalisme responsable en période de guerre, orienté vers la paix, la cohésion nationale et la défense de la vérité. Cela permettra la réaffirmation de principes éthiques, déontologiques et patriotiques qui encadrent l'exercice du métier de journalisme en période de conflit et de guerre informationnelle. La deuxième phase constituera en la célébration de la journée officielle proprement dite, qui sera faite le 4 mai 2026 et non le 3 mai tombant un dimanche, et sera marquée notamment par la présentation de la situation de la sécurité des journalistes dans l'Est du pays, l'état des lieux de la mise en œuvre des recommandations issues des États généraux de la communication des médias de janvier 2022, la présentation solennelle de l'acte d'engagement de journalistes dans les cas du front médiatique et la décoration par la chancellerie des ordres nationaux des journalistes ayant rendu d'éminents services à la nation. Le point crucial de cette célébration sera marqué par une organisation avec la présence du président de la République, chef de l'État. Note d'information relevant du secteur du tourisme. Le ministre du Tourisme a présenté au Conseil la note sur l'organisation de l'ambassade mobile éphémère du tourisme sportif et culturel de la République démocratique du Congo pendant la Coupe du monde de football. Il s'agit d'un dispositif itinérant et multifonctionnel qui accompagnera la participation de notre équipe à travers une présence structurée et visible dans les villes hôtes où un quartier général sera établi. Il aura pour mission principale de servir de point de rencontre pour les supporters congolais et promouvoir les potentialités touristiques, culturelles et économiques de la RDC, offrir une vitrine du savoir-faire national, assurer un centre d'information et d'assistance consulaire pour les ressortissants. Ainsi, au-delà de l'aspect sportif, ces projets s'inscrivent dans une stratégie globale d'influence visant à mobiliser le sport comme levier de diplomatie culturelle, économique et sociale. Il permettra aussi de renforcer les liens avec la diaspora et les communautés locales tout en générant des retombées durables en termes d'image, d'investissement et de cohésion nationale.
Dernière note d'information présentée au Conseil des ministres de ce jour, la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine a présenté au Conseil la note d'information relative à la déclaration historique du 17 mars 2026 de la 24e session de l'Assemblée générale des Nations unies sur la qualification de la traite et de l'esclavage racialisé des Africains en crimes graves contre l'humanité et les mesures de restitution des restes humains. Concernant notre pays, cette déclaration vient renforcer les efforts en cours en vue de la restitution et du rapatriement des restes humains des Congolais conservés depuis l'époque coloniale, notamment au Muséum de l'Institut royal de sciences naturelles de Bruxelles, à l'Université de Genève en Suisse, où ces squelettes Mbouti ont été identifiés, et aux USA, où les restes d'Ota Benga, pygmées d'origine congolaise, exposés aux eaux de New York au début du XXe siècle, en font des cas emblématiques. La problématique de la restitution de ces dépouilles humaines dépasse les seuls cadres scientifiques ou patrimoniaux. Elle s'inscrit dans un impératif éthique fondamental basé sur le respect de la dignité humaine. Les dépouilles humaines ne peuvent donc être assimilées à des simples objets de collection. Dans cette perspective globale, la RDC a les devoirs mémoriels d'engager dans un esprit de responsabilité historique, de respect mutuel et de coopération entre États, un dialogue constructif avec des autorités compétentes des pays concernés en vue du retour progressif de ces dépouilles humaines vers leur terre d'origine, d'où la nécessité des actions engagées quant à ceux. La présence de celles-ci dans des musées et laboratoires est une anomalie historique qui ne peut demeurer dans les domaines de l'oubli collectif, a conclu la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine. Au troisième chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions, les membres du Conseil ont approuvé le relevé des décisions prises lors de la troisième réunion extraordinaire du Conseil des ministres du mercredi 15 avril 2026. Au quatrième chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des dossiers, 2 dossiers ont été soumis à l'examen du Conseil. Le premier, relevant du secteur de la pêche et de l'élevage, où les ministres ont présenté pour examen et approbation les dossiers relatifs à la problématique de la mise en service des bateaux de pêche commandés par le gouvernement, en exécution de son programme d'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Notre gouvernement avait passé des commandes des bateaux de pêche en Espagne et en Égypte. Les 2 commandes portent sur les mêmes catégories des bateaux. En ce qui concerne la commande passée en Égypte, les bateaux de pêche, soit 3 bateaux de 27 mètres et des 5 bateaux de 8 mètres, avaient déjà atteint le territoire national. En prévision de leur mise en service, le ministère de la Pêche et l'Élevage avait fait appel à 3 sociétés en vue de s'assurer de leur capacité de navigation maritime et de la rentabilité économique. De ces 3 sociétés, seule la société Mercure Logistique avait répondu et accepté de réaliser une expertise au terme de laquelle elle s'est prononcée sur la catégorie de ces bateaux, à savoir des seineurs qui ne pêchent que des pélagiques jusqu'à la profondeur de 200 mètres, contrairement aux chalutiers qui exploitent les ressources halieutiques jusqu'à 500 mètres de profondeur. Les ministres de la Pêche et l'Élevage a de ces faits présenté au Conseil les détails préalables à la mise en service de 10 bateaux. Après débat et délibération, le Conseil des ministres a adopté ces dossiers. Dossier relevant du secteur de la politique de la ville. La ministre est déléguée près de la ministre des Affaires sociales, Solidarité nationale et Affaires humanitaires, chargée des personnes vivant avec handicap, a, au nom de la ministre déléguée, près de l'urbanisme et habitat en charge de la politique de la ville, présenté au Conseil le dossier afférent à la tenue en République démocratique du Congo de la conférence des maires des villes d'Afrique centrale en 2027. Elle a rappelé que dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de modernisation des villes, notre gouvernement réaffirme sa volonté de promouvoir un développement urbain structuré, inclusif, résilient et durable en dotant les entités urbaines d'infrastructures modernes
adaptées aux exigences de gouvernance contemporaine. En perspective de l'organisation de la prochaine conférence des maires d'Afrique centrale, événement d'envergure régionale réunissant les décideurs urbains, les partenaires au développement ainsi que les acteurs de la gouvernance locale, la ville de N'Djamena a été choisie pour abriter ces assises. Cependant, cette ville fait face à un déficit en infrastructures administratives modernes. L'absence d'un bâtiment institutionnel approprié pour la mairie constitue une contrainte majeure au bon fonctionnement des services municipaux, limitant ainsi leur efficacité, leur visibilité et leur capacité d'action. Pour recevoir ces assises, N'Djamena se doit de renforcer ses capacités d'accueil. Partant, la construction d'un bâtiment administratif moderne pour la mairie apparaît comme une nécessité fonctionnelle et un impératif stratégique permettant d'inscrire durablement la ville dans une dynamique de modernisation, de rayonnement régional et de compétitivité territoriale. Après débat et délibération, le Conseil de ministres a aussi adopté ces dossiers. Au dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption d'un texte, au nom du ministre d'État, ministre de la Justice en mission, les ministres d'État, ministres de la formation professionnelle, a soumis au Conseil pour examen et adoption le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour une période de 15 jours prenant cours le 17 mai 2026. Après débat et délibération, ce projet de loi a été aussi adopté. Commencé à 15h22, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 19h07. Je vous remercie.